chères étudiantes, chers invités, mesdames et messieurs, bienvenue à tous, marhaba bikom. Je suis très honorée de vous voir tous à l'occasion de cet événement sur le panafricanisme. Tout de suite, je donne la parole à Madame la vice-doyenne, Madame Asma Hachem. Merci Heger. Bonjour, chers amis, chers professeurs, chers invités, chers collègues, chers étudiants. Alors, je voudrais d'abord vous transmettre les excuses de Madame la doyenne qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui puisqu'elle a eu un empêchement. Et donc, voilà, c'est en ma qualité de vice-doyenne que je vous souhaite la bienvenue. Et je voudrais aussi vous dire que la faculté est honorée de compter parmi les masters, les 15 masters qu'elle abrite, un nouveau master qui porte sur droit et politique de l'Union africaine. Je remercie Madame Heger Geldish qui en a eu l'idée et qui s'est beaucoup investie pour le mettre en place. Ce master est un master de recherche qui ouvre donc la possibilité de poursuivre un doctorat portant sur le droit et la politique africaine. C'est aussi un master qui permet à la faculté de s'ouvrir sur le continent africain et d'approfondir la recherche dans ce domaine. Madame Geldish a pensé à Monsieur l'ambassadeur Ahmed Ounaïs pour inaugurer ce master par une conférence portant sur le panafricanisme. Je la félicite pour ce choix, d'autant que Monsieur Ounaïs nous a enseigné, Heger et moi-même, les relations internationales dans le cadre d'un cours qui nous avait dispensé en 4e année de la maîtrise en sciences juridiques. Je suis donc heureuse de retrouver mon cher professeur lors de cette conférence inaugurale et également ma collègue et amie Heger Geldish, dont je suis fière du parcours qu'elle a fait depuis. Alors je vous souhaite une bonne conférence et vous êtes toujours la bienvenue à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Merci. Oui, je cède la parole à Madame Geldish. Merci beaucoup, chère Asma, chers collègues et amis. Chers invités, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Si Ahmed Ounaïs, ma collègue et amie Asma Hachem vous a dit qu'il était notre enseignant il y a 21 ans déjà, c'était en 98. On était ensemble, il était notre professeur des relations internationales. Et pour enseigner, il faut aussi la casquette de l'ambassadeur. Et un ambassadeur, il peut vous donner le plus à travers son expérience. Et lui, il a fait une belle expérience en Russie, en ex-URSS. Et donc, lorsqu'on parle un peu de ces relations internationales, il a fallu aussi cette touche du praticien, de l'ambassadeur, qui était vraiment une grande plus-value dans notre cursus universitaire. Nous avons un grand souvenir de lui. C'est un grand homme, vous le savez tous, un homme d'État, un professeur, un ancien ambassadeur, un ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi et surtout un grand panafricaniste. Et donc, c'est aussi un peu le choix qui nous a été dicté par le contexte et par les circonstances. Donc, le contexte oblige. Aujourd'hui, comme l'a dit Madame la vice-doyenne, nous avons inauguré officiellement le master de recherche en droit et politique de l'Union africaine. Le travail a été très dur pour arriver jusque-là. C'est un master nouveau, c'est un master inédit qui a vu le jour grâce au soutien de plusieurs personnes et à la tête desquelles je dois nommer Madame la doyenne. Elle nous a encouragés jusqu'au bout. Elle nous a facilité les questions logistiques. Ça marche pas? Voilà, elle nous a facilité beaucoup de choses pour arriver jusque-là. Il faut toujours des gens qui rêvent, mais aussi des gens qui vous poussent pour arriver jusqu'à ce que ce rêve devienne réalité. Et elle nous a pratiquement aidés dans toutes les étapes pour le faire. Donc, je vous disais que c'était un master nouveau qui n'était pas fait seulement grâce à ma modeste personne, mais aussi grâce à mes collègues, à mes amis, à mes étudiants. Donc, c'était un tout. Aussi, le ministère des Affaires étrangères qui est représenté aujourd'hui par Si Abdelkrim Belbechir, que je salue, Si Kerim Belbechir, que je salue, et Si Mander Draif, que je salue aussi. Je vous remercie d'être là, mais aussi Fulla. Donc, il y a mes anciens élèves de l'Institut diplomatique. Merci infiniment d'être venus.
venus. Lorsque je parle de panafricanisme, c'est de l'histoire que je vais parler. Ce n'est pas seulement du droit, mais aussi beaucoup d'histoire, beaucoup de sciences politiques, beaucoup de relations internationales. C'est un tout. Tous ceux qui sont dans cette salle ne sont pas spécialement des juristes. Nous avons besoin de connaître notre histoire. Nous avons besoin de savoir là où on va. Et donc le panafricanisme, c'était le point de départ et nous allons voler très loin avec ce nouveau master. Ce nouveau master, comme je venais de vous le dire, qui avait pour objectif et qui a pour objectif non seulement de promouvoir et de vulgariser la connaissance de l'Union africaine, de ses stratégies, de ses politiques, de ses organes, de ses institutions, de ses plans d'action, de ses structures. Pas seulement cela, mais aussi offrir à nos étudiants, et nous avons une belle promotion d'une trentaine de nouveaux étudiants, donc de les familiariser avec le droit africain. Un droit qui innove, un droit innovant dans plusieurs domaines. C'est aussi l'occasion de former la crème de la crème, les futurs juristes africanistes. Et ça aussi, nous avons le mérite de l'avoir initié ici à la faculté des sciences juridiques. Monsieur le doyen, merci d'être venu, donc le doyen du campus. Je suis vraiment reconnaissante et donc vous voyez qu'il y a une grande solidarité autour de ce projet et je suis extrêmement reconnaissante à tout le monde. Je vous disais donc que c'est l'occasion de former les futurs décideurs, les futurs politiciens, les futurs hommes d'État africanistes, les futurs diplomates. Je suis vraiment très fière de cette première promotion. Nous avons commencé les cours depuis 3 semaines et à chaque semaine, à chaque fois que je donne des propositions, je trouve que les étudiants passent à l'action directement. On a déjà créé un club de droit de l'Union africaine, peut-être l'une des étudiantes, celle qui a initié l'idée, va en parler. On parle de moyens de communication aujourd'hui, donc tout ce qui se rapporte à Facebook, à Twitter, à Instagram. Donc ça, c'est les nouveaux moyens de communication. J'ai des étudiants bénévoles qui font cela gratuitement. Et donc c'est grâce à eux que nous avons acquis du terrain et que notre voix arrive jusqu'aux personnes donc, qui nous écoutent. Donc je disais, ces étudiants très passionnés, très impliqués dans ce qu'ils font. Nous allons donc, à travers ce master de droit de l'Union africaine, ce club autour du panafricanisme, préconiser ou inculquer les principes et les valeurs du panafricanisme que nous ne connaissons pas très bien, malheureusement. Bourguiba, la Tunisie ont été parmi les fondateurs du panafricanisme et la Tunisie des années 50-60 a œuvré pour arracher l'indépendance de plusieurs États africains. C'était grâce à la diplomatie tunisienne. Malheureusement, aujourd'hui, nous le constatons. Nous tournons le dos à l'Afrique. Nous ne connaissons rien de l'Afrique et pourtant, nous avons donné notre nom, Afriqiya, à l'Afrique. Donc je pense que c'est aussi une manière de nous connaître mieux, de regarder dans la même direction et de parler la même voix. C'est un peu l'agenda 2063, c'est un peu l'acte constitutif de l'Union africaine qui rappelle tous ces principes et toutes ces valeurs. Et donc, je pense que le choix de cette conférence inaugurale sur le panafricanisme est une sorte de retour aux sources. Donc, monsieur le professeur va nous inviter à voyager, à faire un voyage dans le temps et dans l'espace. Il n'y aura plus de frontières. Dans le continent africain, il y a la ZLECAf, Zone économique de libre-échange continentale, déjà signée. Elle entrera en vigueur l'année prochaine. Et donc, cela vous dira un peu de tout ce qu'on est arrivé à faire dans le processus d'intégration. Le panafricanisme, et ça, monsieur le professeur va le dire, ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement une valeur, ce n'est pas seulement une idéologie, ce n'est pas un mouvement. Plus que cela, c'est un rêve qui nous anime tous, nous panafricanistes, qui aspirent à l'indépendance, à l'unité, à l'intégrité, à la solidarité, à un vouloir vivre un commun. C'est ça le communautarisme, c'est ça parler d'un droit régional, continental, qui est comme le droit européen, qui est à un stade très avancé par rapport à ce que nous avons ici en Afrique. Bien entendu, je vais finir mon petit mot pour vous dire que je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont aidés à ce que ce rêve soit réalité. Les étudiants, sans les nommer, mais ils se connaissent tous parce que c'est presque la cheville ouvrière de tout ce que je suis en train de faire. Une seule personne ne peut rien faire. C'est grâce à ce travail d'équipe en si peu de temps, en si peu de temps, on a
commencé et on est vraiment en train de mettre nos petites pierres dans un édifice énorme qui s'appelle le panafricanisme. J'aimerais remercier énormément la Fondation Konrad Adenauer et qui est représentée par Si Hatem El Gafsi parce que la Fondation aussi, elle est en train de nous donner un grand appui dont nous avons besoin. C'est vrai que nous sommes en train de travailler sur des conventions de coopération et je vous invite tous et toutes à venir à la grande séance inaugurale de notre nouveau master au Berge du Lac Mozambique. Ça sera le 25 octobre. Avant cela, il y aura un colloque et ça sera en marge d'un colloque qui portera sur les juridictions régionales et sous-régionales en Afrique. Nous aurons d'éminents professeurs, des juges qui viennent de la diaspora et du continent africain, des talents, des juristes très connus dans le monde et donc ils vont être là pour partager leur expérience à la fois théorique et pratique. Je fais aussi de la promotion et donc ça c'est un peu du marketing, il faut savoir vendre le nouveau produit et nous parlons d'un nouveau produit. Merci aussi à vous tous. Vous êtes aujourd'hui au rendez-vous et nous sommes en direct sur Radio Tunis, Radio Jeune Tunis maintenant, donc il y a une diffusion directe pour faire entendre notre voix au peuple tunisien qui a aussi envie de nous connaître et de aborder le panafricanisme d'une certaine manière. Nous avons aussi un lien direct sur Facebook et donc ceux qui sont à l'étranger, j'ai à peu près 5 étudiants étrangers qui viennent du Bénin, qui viennent du Cameroun, qui viennent de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas encore eu de visa, donc le process il va être un peu lent, mais qui sont en train de nous voir maintenant directement. Ça aussi, donc les moyens nouveaux moyens d'information et les technologies modernes, ça aide beaucoup à rétrécir les chemins. On ne parle plus de frontières, on ne parle plus de problématiques. Aujourd'hui, tout est facilité enfin par ces nouveaux moyens technologiques. Voilà donc un peu ce que je voulais vous dire, les remerciements, mais aussi je suis très très fière de l'équipe qui m'entoure et qui sont tous bénévoles, y compris si Ahmed Ounaïs. Lorsque je lui ai dit est-ce que vous acceptez de venir faire le cours d'histoire du panafricanisme, il a dit tout de suite oui. Et donc j'ai voulu faire un contrat, mais il a dit non, je n'ai pas besoin d'argent, je le fais pour la bonne cause. Je ne peux que le remercier et l'applaudir. Je vous remercie. C'est Ahmed Ounaïs. Nous allons passer une petite vidéo de 3 minutes pour brosser un peu l'historique du passage de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, jusqu'à l'Union africaine, l'actuelle organisation, et quelques idées sur le panafricanisme dans une toute petite courte vidéo. Après cela, nous allons écouter religieusement Si Ahmed Ounaïs pour la conférence sur le panafricanisme. Je vous remercie. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement créèrent l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis étaient partagés sur sa nature. Il y avait d'un côté les partisans du fédéralisme menés par le président du Ghana Kwame Nkrumah et de l'autre ceux qui militaient pour une Afrique des États avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers imposèrent leur vision et l'Organisation de l'Unité africaine devint un outil de coopération et non d'intégration entre les États. Plusieurs leaders politiques participaient à la conférence de fondation de l'OUA, dont le président égyptien Gamal Abdel Nasser, le président algérien Ahmed Ben Bella et le président ghanéen Kwame Nkrumah. Mais l'on refuse la présence d'observateurs soviétiques, chinois ou cubains. Créée dans un contexte de desserrement de l'étreinte coloniale sur l'Afrique, l'organisation s'est vite attelée au règlement des différends entre les pays africains et à leur coopération dans une variété de domaines politiques, économiques, éducation, défense. L'OUA, dont le siège permanent sera établi à Addis Abeba, veut l'élimination du colonialisme et de l'oppression raciale sur tout le continent. L'Afrique du Sud, qui pratiquait à l'époque une politique ségrégationniste, l'apartheid, a été exclue dès le départ. Selon la charte, un secrétariat sera mis sur pied. Le premier secrétaire général sera le Guinéen Diallo Telli.
Il est bon à savoir que la charte de l'organisation fut rédigée par le président malien Modibo Keïta et le président togolais Sylvanus Olympio quelque temps avant sa mort. En 2002, l'Union africaine remplace l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine ayant été créée en 2000 à Durban, en Afrique du Sud. Si la conférence a été gardée dans l'architecture institutionnelle de l'Union africaine, le secrétariat a été remplacé par la Commission. Celle-ci reste l'autorité exécutive, mais dispose également d'un pouvoir d'initiative. Le 25 mai 1963, 32 chefs d'État et de gouvernement... Ça sera court, mais bien entendu, nous allons écouter tout de suite Si Ahmed Ounaïs pour sa conférence inaugurale sur le panafricanisme, suite à laquelle il y aura un débat. Et donc, si jamais vous voulez poser des questions, mais pas seulement, vous pouvez toujours aussi faire des commentaires et des compléments d'information si vous en avez. Je vous remercie. Si Ahmed, c'est à vous. Merci, mon cher professeur. Monsieur le doyen, messieurs les professeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, il était temps pour notre université d'honorer la dimension africaine de la Tunisie et de se doter d'un cadre d'études et de recherche sur l'Afrique. Saluons l'initiative de Madame le professeur Heger Geldish, qui comble ainsi une lacune. Rappelons pour l'histoire qu'en octobre 1966, il y a plus de 50 ans, le ministère des Affaires étrangères avait décidé de créer un institut africain basé au Centre culturel international de Hammamet, dont la direction venait d'être libérée après le départ de Cécile Hourani. Mahmoud Mestiri, secrétaire général du ministère, m'avait alors appris la décision, j'étais à l'époque chef de division au ministère, et m'avait désigné pour faire partie de la direction de l'Institut. Toutefois, quelques semaines plus tard, le projet était reporté car le président Bourguiba, cédant à l'insistance du ministre des Affaires culturelles, décidait le rattachement du centre de Hammamet aux affaires culturelles. Désormais, l'idée s'insère dans la future académie diplomatique dont le chantier était lancé le 16 août dernier et dont l'inauguration est prévue en octobre 2021. L'Académie sera dotée d'un département d'études africaines et ne doutons pas d'une collaboration fructueuse entre les deux institutions. Rien de ce qui touche l'Afrique ne nous est indifférent. L'histoire, l'expansion de l'islam, la tragédie de l'esclavage, les péripéties de la colonisation et le scandale de l'apartheid, le bouillonnement romantique qui a animé les héros de l'Afrique postcoloniale et la gouvernance accidentée des États africains de notre temps. Aujourd'hui et pour longtemps encore, les conflits, nous les retrouvons naturellement dans les premières manifestations du panafricanisme. La première manifestation panafricaine est la conférence organisée à Londres du 23 au 25 juillet 1900, initiée par un Afro-Caribéen né à Trinidad, Henry Sylvester Williams. Inscrit au barreau britannique, il avait noué des rapports étroits avec les Africains établis en Grande-Bretagne. Il venait aussi de fonder à Londres,
en 1897 The African Association, dans le but de, je cite, promouvoir et protéger les intérêts de tous les sujets revendiquant leur ascendance africaine dans les colonies britanniques, en particulier en Afrique. Fin de citation. La conférence réunit une cinquantaine de délégués, participants et observateurs. 11 Américains, 10 Caribéens, 5 Londoniens, 1 Canadien et 4 Africains d'Abyssinie, l'Abyssinie c'est l'Éthiopie, de la Gold Coast, c'est-à-dire de Ghana, du Libéria et de la Sierra Leone, ainsi que de nombreuses associations militantes contre le racisme et l'esclavage. Pourquoi cette conférence? La première jamais conçue par la famille africaine dans le monde. Et pour quels enjeux? Eh bien, le peuple noir s'organise. C'est le fait nouveau. Il se fixe un cap. La diaspora devient sujet et assume son destin. Elle se donne un territoire patrimonial, l'Afrique. Cette patrie commune, il est vrai, est presque entièrement colonisée. Or, la conférence de Berlin, 5 ans plus tôt, lui promet tout le contraire d'un avenir de liberté. En 1900, la révolte en Sierra Leone, la persistance du trafic d'esclaves à Zanzibar et les guerres coloniales en Afrique australe annoncent un avenir sombre. De surcroît, le sort de l'homme noir n'a guère changé après l'abolition de l'esclavage au cours du XIXe siècle. La ségrégation transpose la lutte sur le terrain des droits civiques. Ainsi, les principes développés par les abolitionnistes depuis près d'un siècle sont repris au sein de la conférence avec une profondeur pathétique et reformulés en tant qu'exigence de la famille panafricaine afin que l'ordre politique du siècle nouveau, nous sommes en 1900, il faut que l'ordre politique du siècle nouveau soit juste, égalitaire et humain. La conférence crée l'association panafricaniste et décide d'organiser des sessions tous les 2 ans dans les capitales des métropoles coloniales, c'est-à-dire à Londres, à Paris, à Bruxelles, à Lisbonne, etc. Elle adresse un message à la reine Victoria, appelant son attention sur, je cite, les conditions de vie et les lois qui régissent les autochtones dans plusieurs parties du monde, particulièrement en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, aux Antilles et aux États-Unis. Fin de citation. La conférence, enfin, lance une adresse aux nations du monde, rédigée par William Dubois, le premier universitaire afro-américain diplômé de Harvard, qui définit, je cite, le problème du XXe siècle, à son avis, comme étant le problème de la ligne de partage des couleurs, c'est-à-dire entre l'homme blanc et les hommes de couleur, les noirs et les jaunes. Dubois réclame la fin de la discrimination raciale, un gouvernement responsable dans les colonies britanniques
et la fin de l'oppression des Noirs américains. À partir de cette date, et jusqu'à sa mort à Accra, la capitale du Ghana, en 1963, William Du Bois incarne la continuité du mouvement panafricaniste. À tous égards, la première conférence est une percée historique. Ainsi est popularisé le panafricanisme. Pour les puissances coloniales, ce mouvement devra être encadré. Tout est fait le moment venu pour qu'il n'établisse pas de connexion avec la conférence de Bandung en 1955. Rappelons 3 points importants. À cette date, en 1900, la victoire d'Adoua, remportée 4 ans plus tôt, le 1er mars 1896, par l'Abyssinie contre l'Italie, résonnait fièrement dans les consciences africaines. Tout comme Dien Bien Phu en mai 1954. La jeunesse, vous n'avez pas vécu Dien Bien Phu, mais j'ai vécu Dien Bien Phu en mai 1954. L'espoir nous inondait après la victoire des troupes de Giap au Vietnam contre les armées françaises. Du reste, 4 pays dans le monde étaient gouvernés par des Africains à cette date. L'Abyssinie, le Royaume du Maroc, le Libéria et Haïti. Parce qu'Haïti avait fait sa révolution et était devenu indépendant le 1er janvier 1804. Vous vous souvenez de Toussaint l'Ouverture, Napoléon? Eh bien, la conférence mentionne ces 4 pays, encore dirigés par des Africains à cette date, dans son rapport, non sans un accent de fierté. D'autre part, des personnalités d'ascendance africaine se distinguent et acquièrent dans le siècle nouveau un crédit politique inédit. On n'avait pas entendu parler de leaders ou de personnalités mondiales noires. Henry Sylvester Williams, Benito Sylvain, qui est haïtien, et William Du Bois. Bientôt, une nouvelle génération de leaders émerge à la faveur de l'activisme panafricaniste. Marcus Garvey, George Padmore, Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe, Jomo Kenyatta, Hastings Banda, Julius Nyerere. Que ces aînés reçoivent ici notre hommage. Dans le temps qui m'est imparti, je ne puis m'appesantir sur leur mérite dans la lutte commune pour la décolonisation. Enfin, 3e point, les conférences du mouvement n'ont pu se tenir au rythme biannuel souhaité. 5 sessions seulement ont pu être organisées à partir de 1919 et jusqu'en 1945 à New York et dans les empires coloniaux européens. L'écart s'explique par les entraves posées par les puissances coloniales et par les dissensions qui ont divisé les leaders fondateurs. C'est une vérité. C'est dans cet intervalle, cependant, dans l'entre-deux-guerres, que le mouvement réalise la nécessité d'établir la jonction
avec les leaders de l'Afrique sous domination autre que britannique, et que l'exigence de l'indépendance est hissée pour la première fois. Le panafricanisme, à la fois négro-centré et afro-centré, atteint sa maturité. Le panafricanisme a cette double valence. Il est négro-centré et il est afro-centré. Les 5 sessions, menées principalement par William Dubois, étaient qualifiées de congrès panafricanistes. Après l'indépendance du Ghana en mars 1957, 4 autres congrès panafricanistes étaient enfin organisés en Afrique même. Le mouvement, tout en poursuivant la lutte pour les droits civiques, notamment aux États-Unis, entreprend depuis lors la construction de l'Afrique postcoloniale. Mais l'écart entre 1900 et 1919 n'était pas perdu. L'importante National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, était fondée à New York le 12 février 1909, il y a 110 ans. Elle est encore là, elle est encore vivante. Elle soutient la lutte pour les droits civiques. Elle était créée en réponse à l'horrible pratique du lynchage. Le lynchage était courant. Il y en avait en moyenne 2 par semaine aux États-Unis à l'époque. William Dubois joue un rôle clé dans la National Association. En Afrique même, souvenez-vous de l'histoire de la Tunisie, entre 1919 et 1945. En Afrique même, la résistance qui s'exprimait dans le cadre traditionnel de la tribu ou de la religion évoluait dans l'entre-deux-guerres vers le nationalisme moderne, animé par des partis politiques, des manifestes publics, des mouvements populaires structurés et des délégations auprès des métropoles coloniales. En Afrique du Sud, où l'issue des guerres des Boers plongeait les Africains dans la ségrégation, le parti South African Native National Congress, l'ancêtre de l'ANC, était créé en 1912. Il renouvelait la philosophie de la résistance et inaugurait une stratégie politique qui, au bout de 90 ans, réussissait à abattre un régime typique de l'impérium blanc, le régime d'apartheid, qui cumule racisme, colonialisme et bonne conscience. En Afrique occidentale, au Sénégal, en Gold Coast, c'est-à-dire le Ghana, et au Nigeria, ainsi qu'en Égypte et en Tunisie, les élites politiques émergentes instauraient à leur tour des méthodes de lutte modernes. Les indigènes posaient la question du peuple, Ashab. C'est un concept nouveau dans nos pays. Se donner des partis politiques, devenez des citoyens et des hommes de combat. Les 5 premiers congrès panafricanistes se tenaient d'abord le premier à Paris, du 19 au 21 février 1919, pendant que se poursuit la conférence de la paix à Versailles. Ils ont voulu Paris en 1919
en raison de la tenue de la conférence de la paix à Versailles. Nous fêtons en 2019 le centenaire du premier congrès panafricaniste qui s'était tenu à Paris. Le deuxième congrès tient 3 sessions en 1921, entre le 28 août et le 6 septembre, successivement à Londres, à Bruxelles et à Paris. Tout ce monde émigre de Londres à Bruxelles et de Bruxelles à Paris. Le 3e congrès se tient en 2 sessions à Londres puis à Lisbonne en novembre et décembre 1923. Vous savez pourquoi le choix de ces capitales? Parce que c'était les métropoles coloniales qui avaient des colonies en Afrique. Le 4e congrès se tient à New York du 21 au 24 août 1927. Le 5e congrès, prévu pour Tunis en 1929, se tient en définitive du 15 au 21 octobre 1945 à Manchester. Pourquoi pas à Tunis? Il y a eu des difficultés de visa par la France et il y a eu manque de ressources d'argent. Dans l'intervalle, le monde subit la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Ces congrès, tous animés par William Dubois, élargissent de plus en plus la participation africaine propre grâce aux jeunes issus des universités britanniques et américaines et reflètent les revendications essentielles de la communauté noire et les évolutions de la scène mondiale. On peut dire qu'ils fournissent la définition politique du panafricanisme. Avant d'approfondir quelques points significatifs, je vous présente une tentative de définition du panafricanisme dans cette phase de gestation. Une lecture transversale des 5 congrès permet de cerner ses composantes essentielles. Elles tiennent à 9 grandes idées. 1. L'indépendance complète du continent. Une telle aspiration a mûri entre le congrès de 1921 et celui de 1945. L'appel « L'Afrique aux Africains », qui est un des slogans du panafricanisme, renvoie à la légitime souveraineté des Africains sur leur destin en Afrique. Il ne faut pas que ce soit d'autres que des Africains qui légifèrent en Afrique. 2. Les États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire un continent politiquement unifié à travers des fédérations qui admettent la limitation de souveraineté au profit des institutions fédérales. C'est la thèse défendue par Kwame Nkrumah depuis le congrès de 1945. Il l'a défendue à Addis Abeba, n'est-ce pas? 3. La renaissance morale et culturelle. La quête d'une personnalité africaine, l'esquisse d'une modernité qui s'appuie sur les valeurs et les spécificités de l'Afrique. 4. L'affirmation d'une nation africaine,
avec sa flamme vive, en mesure de changer les allégeances territoriales et tribales en une force historique efficace. 5. Une régénération économique capable de substituer aux méthodes des entreprises coloniales une méthode africaine, un socialisme débarrassé de l'esprit d'exploitation et animé d'un esprit communautaire. 6. La foi dans la démocratie comme la méthode de gouvernement la plus souhaitable, fondée sur le principe « un homme, une voix ». 7. Le rejet de la violence comme méthode de lutte, à moins que la lutte par des moyens pacifiques ne soit contrariée par la répression armée. 8. Solidarité des peuples noirs et alliance fraternelle avec les peuples de couleur fondée sur l'histoire commune de la lutte contre le colonialisme et la domination. Sur ce point, vous avez des pages admirables de Frantz Fanon dans Les damnés de la terre. Enfin, 9e grande idée, neutralité positive. C'est Nnamdi Azikiwe. J'espère que ce nom vous dit quelque chose. C'était le premier gouverneur général africain de la Fédération de Nigeria, devenu le premier chef de l'État de la Fédération indépendante du Nigeria en 1962. C'était un ami personnel de Tayyip Slim. Ils étaient connus à Londres. C'est Nnamdi Azikiwe qui a donné l'expression neutralité positive. Il veut dire par là le non-engagement dans la politique de puissance, mais nous devons rester neutres en tout ce qui n'affecte pas les intérêts africains. Voilà une tentative de synthèse. Ne nous demandons pas si la vision est utopique. Les aspirations du Destour en 1920, de l'Étoile nord-africaine en 1926 et de l'AMNA en 1927 ne sont ni utopiques ni plus réalistes. Elles reflètent le contexte de l'époque où l'élan d'espoir, le sens du droit et le rêve sublimé ont une vertu mobilisatrice. Tel est le panafricanisme d'avant les indépendances. Je voudrais approfondir 3 points significatifs. Il nous reste 20 minutes, Madame la Présidente. Le premier congrès, en 1919, s'adresse à la conférence de la paix à Versailles pour exiger, je cite, que les puissances alliées et associées établissent un code législatif international pour la protection des indigènes d'Afrique, semblable au projet de code international du travail. Parce que la conférence de Versailles, comme vous le savez, a fait la paix, bien sûr, mais elle a créé la SDN, la Société des Nations, et elle a créé l'Organisation internationale du travail. Parce que les Alliés pensaient, en 1919, qu'il n'est pas possible d'avoir un monde en paix et un monde stable si l'organisation du travail n'est pas légiférée mondialement.
ils ont créé l'Organisation internationale du travail et ils l'ont chargé d'établir un code international du travail. Donc, les panafricanistes de 1919 ont demandé à la conférence de Versailles élaborer également à la conférence de paix un code international pour la gouvernance des peuples d'Afrique. Ils ont demandé également que la Ligue des Nations établisse un bureau permanent expressément chargé de surveiller l'application de ces lois pour le bien-être politique, social et économique des indigènes. Le Congrès recommande également une gestion des anciennes colonies allemandes. L'Allemagne avait perdu la guerre en 1919, donc elle avait 5 colonies. Elles vont aller où, ces colonies? Eh bien, le Congrès dit que ces colonies doivent être gérées par une institution internationale au nom de l'Afrique et non pas par l'Europe. C'est un pressentiment du Conseil de tutelle. C'est pourquoi j'insiste sur ce point. Le Conseil de tutelle était institué en 1945 par la Charte des Nations Unies pour les territoires non autonomes. Eh bien, les panafricanistes de 1919 ont eu ce pressentiment. Le deuxième congrès en 1921, dans son manifeste pour la Ligue des Nations, invitait la SDN à nommer des Africains à des postes clés. Ça n'a pas été fait. Mais ils avaient cette audace, n'est-ce pas, de demander aux alliés d'insérer les Africains dans les dirigeants du monde. En avril 1945, peu avant le 5e congrès, William Dubois participe en tant que membre d'une délégation de la National Association, la fameuse NAACP, à la conférence de San Francisco chargée d'élaborer la charte de l'ONU. Vous savez que la charte de l'ONU a été élaborée à la conférence de San Francisco qui a fonctionné entre avril et juin 1945 et qui a signé la charte le 26 juin 1945. Eh bien, Dubois, avec d'autres délégués de la National Association, ont participé en tant qu'observateurs à la conférence de San Francisco. Eh bien, la délégation demande que les Nations Unies soutiennent dans leur charte l'égalité raciale et inscrivent dans la charte la fin de la colonisation. Dubois rédige dans ce sens une proposition qui reçoit le soutien de la Chine, de l'URSS et de l'Inde, mais qui n'est pas finalement incorporée dans la charte. J'ai voulu soulever ce point pour vous dire que les leaders fondateurs du panafricanisme avaient une vision d'un ordre mondial, dirigé impartialement dans l'égalité et dans l'abolition du colonialisme et de l'inégalité. Le deuxième point que je voudrais soulever, qui est très important, nous ne lui donnons pas la même importance médiatique, ni même historique, dans cette partie du monde, mais qui a une grande importance dans les Amériques, c'est le nationalisme noir, le black nationalism. Après l'abolition de l'esclavage, une forme de black nationalism se fait jour aux États-Unis.
il est l'objet d'une vive controverse qui a agité les congrès panafricanistes. Au départ, un Afro-Américain qui s'appelle Booker Washington, qui avait une forte influence sur sa communauté, avait conclu en 1895 avec les chefs blancs au pouvoir dans le Sud ce qu'on a appelé le compromis d'Atlanta. Qu'est-ce que c'est le compromis d'Atlanta? Cela signifie que les Noirs du Sud se soumettraient à la ségrégation, renonceraient au droit de vote et s'interdiraient le travail syndiqué. En contrepartie, les Blancs du Sud permettraient aux Noirs de recevoir une éducation de base, des opportunités économiques et une égalité judiciaire. Ce compromis a fonctionné depuis lors, malgré l'opposition de nombreux Afro-Américains. C'est une des thèses du nationalisme noir. Mais il y a des contre-thèses. Le leader Marcus Garvey, un des piliers du panafricanisme, d'origine jamaïcaine, mais basé aux États-Unis, s'oppose au compromis et défend le rapatriement, the repatriation. Il ne croit pas que les Afro-Américains pourraient vivre libres et respectés hors d'Afrique. Avec son slogan « Back to Africa », il conçoit un plan de réhabilitation sur des territoires africains qui constitueraient une terre promise et réclame donc le droit au rapatriement. Il fonde en 1919 une compagnie maritime qu'il appelle le Black Star Line, vouée à servir le projet de rapatriement, justement. Et il obtient la souscription des Afro-Américains qui deviennent ainsi actionnaires de la compagnie. C'est la deuxième thèse du nationalisme noir, la repatriation, le fait d'être rapatriés dans leur patrie d'origine, l'Afrique. Troisième thèse, William Du Bois, pour sa part, s'oppose au compromis d'Atlanta et à la formule du rapatriement. Pour lui, les Afro-Américains devraient se battre pour obtenir l'égalité des droits, plutôt que de subir la discrimination ou d'être encore arrachés à leurs biens. À la tête d'un groupe de militants afro-américains, Du Bois milite pour l'égalité complète des droits pour les gens de couleur et pour l'accroissement de la représentation politique qui viendrait de l'élite intellectuelle afro-américaine. C'est la thèse de l'intégration légaliste. C'est celle qui se poursuit à travers la lutte pour les droits civiques. Quatrième thèse, le Parti des Panthères Noires. Vous avez entendu parler des Partis des Panthères Noires. Créé aux États-Unis en 1966, milite pour le nationalisme noir et exige pour les Afro-Américains l'ensemble des droits attachés à la citoyenneté tout en vivant totalement séparés de la société blanche, c'est-à-dire des petits États constitués de communautés noires qui vivent séparés de la société blanche dans un séparatisme radical. C'est la quatrième thèse du nationalisme noir. Ces formes de nationalisme, dans leur diversité,
témoigne d'un constat: la non-attirance de l'Afrique pour la diaspora. À l'exception de la brève parenthèse de Sierra Leone et du Libéria, les Britanniques ont rapatrié quelques esclaves libérés de Grande-Bretagne vers la Sierra Leone, et les Américains, enfin une société américaine, coloniale américaine, a acheté des territoires en Afrique, au Libéria, pour transférer les esclaves libérés. Il y a eu des transferts mineurs d'esclaves libérés dans ces deux pays. Donc, à l'exception de la brève parenthèse de Sierra Leone et du Libéria, où les anciens esclaves rapatriés ont longtemps exercé leur domination sur les autochtones, les Afro-Américains ont constamment opté non pour le retour, mais pour l'enracinement en Amérique, au prix de luttes dures et incertaines. Mais cette donnée est réelle et elle est inséparable du panafricanisme. Troisième point qui nous concerne directement: la traite arabe. C'est la traite atlantique qui a transféré dans les Amériques un peu plus de 12 millions d'Africains noirs. Mais il y a eu une traite arabe. À l'occasion des débats interafricains sur les réparations, le thème des réparations est très moderne. Les nations qui ont exploité les esclaves doivent aujourd'hui verser des réparations. Eh bien, à l'occasion des débats sur les réparations, la traite arabe surgit du passé lointain. Tout se passe comme si cette part de notre histoire commune, éclipsée lors des premiers congrès encadrés par les Afro-Américains, ressurgit aussitôt que des dirigeants africains se saisissent du champ. Rappelons les faits. Au départ, la traite arabe commençait au 7e siècle à brasser en volume autant d'esclaves africains que la traite atlantique commençait au 15e siècle, sachant que l'une et l'autre étaient formellement suspendues au 19e siècle. Les évaluations des historiens occidentaux, bien qu'approximatives, fixent les chiffres respectifs à 12 millions d'esclaves au plus bas. C'est-à-dire que les Arabes, la traite arabe, a transféré 12 millions d'Africains dans le monde arabe, en Turquie, etc., tandis que la traite atlantique a transféré aussi 12 millions dans les Amériques. Eh bien, les évaluations donnent 12 millions d'esclaves au plus bas dans les deux cas. Dans l'affirmative, le dommage subi par l'Afrique est équivalent. D'autre part, le principe de la réparation, internationalement établi par les Nations Unies, est endossé par l'OUA à travers des institutions et des résolutions formelles. La déclaration d'Abuja du 29 avril 1993 est une base incontestable. Je vous le donnerai dans le cours. Enfin, les congrès panafricanistes de Kampala, en Ouganda, en avril 1994, et de Johannesburg, en janvier 2014, ont fait de la traite arabe du passé
un grief historique actuel. Des sentiments anti-arabes étaient ouvertement exprimés à la tribune et les pays afro-arabes présents étaient ouvertement assimilés aux Occidentaux pour avoir, dans le passé, également opprimé les Noirs. L'incident était clos en mars 2015 au congrès d'Accra, qui avait disqualifié les congrès de Kampala et de Johannesburg et les avait retirés des archives du panafricanisme parce qu'ils avaient violé l'esprit d'origine porté par William Dubois. Il reste que pour nous, Tunisiens, la traite arabe est irrécusable. Admettons l'impératif de fixer les faits, de les contextualiser et d'établir les références rigoureuses sur ce point d'histoire. Telle est la culture d'une nation. Nous ne nous déroberons pas à l'obligation de vérité. Les bases du panafricanisme doivent être nettes et responsables. Je voudrais conclure sur 2 points, Madame la Présidente. D'abord, le lien entre le panafricanisme et l'Afrique sous domination française. Les 2 sessions à Paris, en 1919 et en 1921, n'ont pas entraîné les leaders africains basés en France, ni ceux qui, jusqu'en 1945, militaient pour la cause de la décolonisation dans l'Afrique sous domination française. En 1919, Blaise Diagne, un élu sénégalais proche de Clémenceau, avait facilité l'organisation du premier congrès à Paris, celui de 1919, mais le lien était rompu par la suite. Les contacts avec les leaders tunisiens à Paris avaient projeté une session à Tunis en 1929. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait déjà des dizaines d'étudiants tunisiens à Paris, que le parti d'Estour était représenté par Abdelaziz Tfaalbi et par d'autres, et que le groupe d'étudiants tunisiens était le plus important dans les universités françaises, et notamment à Paris, comparé aux Marocains et aux Algériens. Eh bien, le contact était établi ainsi, Khayrallah Ben Mustafa, caracolé entre Moscou, Bruxelles et Paris, n'est-ce pas? Eh bien, les contacts avec les leaders tunisiens avaient projeté une session à Tunis en 1929, mais le barrage de la France était insurmontable. En dépit des objectifs communs, la démarche et la langue ont tenu l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone à l'écart du mouvement jusqu'après les indépendances. Nous avons constaté alors, après les indépendances, que la distance culturelle entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone était une question sensible. Ce facteur a marqué la phase ultérieure du panafricanisme. Dernier point, le panafricanisme, comme idée force, a réalisé dans le temps des acquis respectables. La solidarité contre le colonialisme et contre la domination impériale, l'indépendance des États et l'abolition de l'apartheid. D'autre part, la création d'institutions et l'adoption de chartes de portée continentale
l'OUA, devenue en juillet 2002 l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Charte, la Commission et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Académie africaine des langues, le Parlement panafricain, c'est l'adjectif retenu par l'Union africaine. Il faut que le Parlement soit Parlement panafricain. Le Conseil de paix et de sécurité, le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ainsi que la zone de libre-échange continentale sont autant de réalisations du XXe et du XXIe siècle du panafricanisme. Enfin, les États africains surmontent désormais le nœud de la souveraineté absolue, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures est surmonté. Depuis 15 ans, la pratique de l'Union africaine a radicalement changé. 12 États membres étaient suspendus pour violation des principes constitutionnels, le dernier étant le Soudan en juin 2019. Le panafricanisme progresse. Quant à l'objectif des États-Unis d'Afrique, le Ghana reprend 50 ans plus tard, au sommet d'Accra de juillet 2007, la thèse de Nkrumah, la création d'un gouvernement d'union menant à terme à l'avènement des États-Unis d'Afrique. Tandis que la Libye, c'est-à-dire Muammar Kadhafi personnellement, soutient la thèse maximaliste avec un gouvernement de l'Union et une armée de l'Union, la majorité souverainiste soutient tout juste la réforme des structures existantes. En définitive, c'est au sommet d'Addis Abeba, le 3 février 2009, que la Commission de l'Union africaine acquiert des compétences renforcées, qu'elle utilise effectivement depuis 15 ans. L'autocritique qui a rendu possible ce résultat au sein de l'Union africaine a changé drastiquement la pratique de l'UA. Le panafricanisme progresse là aussi. L'intégration économique est tranchée en principe par le traité d'Abuja du 3 juin 1991, dont la finalité est la création d'un marché commun continental avant 2025. L'intégration du continent doit-elle se faire en un seul bloc ou doit-elle passer par l'effort préalable des sous-régions? Le rôle des communautés économiques régionales, au nombre de 8, est précisément de réaliser l'intégration par étapes, à l'échelle des sous-régions, avec l'adoption d'un calendrier organisant le passage du régional au continental. Enfin, la zone de libre-échange continentale, qui vient d'entrer en vigueur le 30 mai 2019, il y a 5 mois, est une étape sur la voie du marché commun continental. Là encore, le panafricanisme progresse. Admettons donc que des progrès sont réalisés dans le temps. S'agit-il pour autant d'une force profonde, d'une dynamique de civilisation? À notre sens, le panafricanisme progressera tant que les États africains s'estiment dépendants pour leur survie et pour leur défense de puissances extérieures.
le jour où des États africains franchiront ce cap, l'avenir du panafricanisme posera une véritable épreuve de civilisation. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Professeur. Merci pour cette conférence très claire en 3 temps, genèse, évolution et avenir du panafricanisme, un mouvement, comme vous venez de le dire, qui est presque un cri d'alarme, qui est une lutte contre le racisme, contre la discrimination, contre la colonisation, contre l'oppression, contre le racisme. Il a fallu, comme vous venez de le dire, des hommes forts, des hommes charismatiques, des hommes hors pair, des hommes hors normes, des leaders qui sont révolutionnaires et avant-gardistes, tels que Dubois, Williams, Padmore, Nkrumah, Senghor, mais aussi nous avons les nôtres, Bourguiba, Ben Bella, Jamel Abdel Nasser, etc. Bien entendu, vous êtes, cher professeur, optimiste. Vous avez parlé de l'avenir du panafricanisme, mais je serai réaliste. On pointe du doigt le continent africain comme étant le continent où il y a le plus de misère, où il y a le plus d'analphabétisme, où il y a terrorisme, corruption, répression des droits de l'homme, désastres, famine, et la liste est longue. Pourtant, notre continent est le plus riche, il est le plus prospère, là où il y a le plus de richesses agricoles, minières, hydrauliques, etc., etc. Vous avez dit tout à l'heure que le continent panafricain, que le continent africain a la population la plus jeune et il sera, bien entendu, par rapport aux autres continents, le plus prospère étant donné que nous avons une base de population jeune. Sauf que, souvenez-vous que dans l'histoire, et vous l'avez bien dit, par rapport à la répression et à la discrimination et au racisme, on a connu toute la déportation négrière, et donc l'île de Goa au Sénégal, qui est aujourd'hui devenue le musée de l'esclavage. On a connu jusqu'au début du XXe siècle des pancartes aux États-Unis devant les restaurants pour dire « interdit aux chiens et aux noirs ». On a connu toute l'histoire fascinante de cette esclave, entre guillemets, qui s'appelait Vénus, la Noire, et le film qui parlait de toute l'oppression de cette femme qui devient un objet d'attraction dans les foires et dans les cirques à Londres et à Paris. Nous nous souvenons tous de tous ces problèmes, enfin de toutes ces théories des médecins et des légistes à l'époque du XVIIIe siècle où ils écrivaient, après avoir fait disséquer les crânes des Noirs, que le peuple africain ou Noirs africains, ce sont comme des singes imitateurs et qui, par naissance, ils attestent un peu de la supériorité de l'homme blanc. Et c'est à travers cela qu'ils colonisent et on parle aujourd'hui de néocolonisme de l'Afrique. Ce n'est pas la colonisation avec des drapeaux et avec des armes, mais avec des intellectuels et de façon indirecte. On nous extrait nos richesses naturelles avec pratiquement rien du tout. Donc malheureusement, il faut être réaliste pour parler des grands problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Et certainement, tout ce foisonnement intellectuel, à la fois juridique et politique, nous incitera à travailler ensemble dans la bonne direction pour construire une Afrique unie. Vous l'avez bien dit, une Afrique prospère qui sera fondée sur les fondamentaux, sur les valeurs communes, sur un destin commun, sur un certain nombre d'idéaux et de valeurs qui ont été relayés dans l'acte constitutif, dans l'agenda 2063 et de toute la vision de l'Afrique du futur. Des questions, encore une fois, restent en suspens, comme ça, qui restent en l'air. Où est le leadership africain? Où sont les personnes qui vont tirer l'Afrique vers le haut? Est-ce qu'on connaît assez l'Afrique? Les Chinois l'ont compris et ils sont partout en Afrique, sauf que nous, vous parlez des CER, les communautés économiques régionales, et vous prenez par exemple l'UMA, là où nous sommes, l'Union du Maghreb arabe, avec un taux d'intégration ou d'échanges commerciaux qui ne dépasse pas 4,8%. Où est donc cette intégration à l'échelle sous-continentale pour arriver à ce rêve qui est l'intégration plutôt continentale et africaine? Il y a certes un certain nombre de challenges, il y a beaucoup de choses à dire et nous sommes bien entendu au niveau de ce master du droit de l'Union africaine en train d'ouvrir les yeux sur tous ces challenges et sur tous ces problèmes. Moi je suis à l'Union africaine depuis presque 6 ans et je suis de très près les sommets de l'Union africaine. Et je ne me souviens pas du tout de grandes décisions
qui sont dans le sens du panafricanisme, à part la zone économique de libre-échange continentale. C'est vrai que c'est un pas en avant, sauf que est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce qu'il y a un passeport africain? Est-ce qu'on a gommé les frontières et les visas? On parle de tout cela dans le futur. On ira. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'il y a un vouloir vivre commun? Est-ce qu'on se connaît, nous, peuple africain? Est-ce qu'on fait assez pour vaincre les maladies, les problèmes qui pratiquement sont énormes et sont vraiment ils sont très très difficiles en fait à aborder dans une conférence où on parle du panafricanisme, mais je suis juste en train de pratiquement vous dire qu'il y a un débat énorme, qu'il faudra qu'il s'ouvre, et surtout nous, Tunisiens, on a une place. Nous avons une belle jeunesse, on ne peut pas faire de l'africanisme et du panafricanisme sans la population, sans commencer du bas vers le haut. On ne peut pas faire des décisions dans les maisons closes, dans les close sessions et les imposer par la suite aux populations. Il faut travailler avec la jeunesse, il faut vraiment vaincre nos intérêts égoïstes, nos querelles, dépasser nos problèmes entre nous pour arriver vraiment à parler de panafricanisme en ouvrant le cœur à l'Afrique. Et moi, malheureusement, donc j'ai côtoyé l'Afrique et peut-être si Karim et aussi Mandela, ils peuvent nous dire aussi un peu leurs sentiments de par leur expérience. On ne fait malheureusement pas assez pour s'approcher des populations africaines. On ne fait pas assez de missions culturelles pour connaître l'histoire de l'Afrique. Je découvre, comme tous les jeunes dans cette salle, des noms qui sont supposés être nos héros, nos leaders. On ne les connaît pas parce qu'on ne les a jamais étudiés, parce qu'on fait des cours d'histoire et de géographie pour voir un peu partout le monde, mais l'Afrique très très peu malheureusement. Et ça, c'est aussi le travail des médias, des écrivains, des poètes, des intellectuels, des jeunes qui pourront faire des clubs, des associations dans ce sens. On ne connaît de l'Afrique que les footballeurs, que les stars du foot, mais pas plus que cela. Et donc je pense que c'est aussi un problème d'ignorance. On ne se connaît pas assez pour faire de l'union, de l'intégration, qui reste certes un rêve. Moi aussi, je suis panafricaniste jusqu'au bout, sauf que je suis aussi réaliste. Je sais qu'il y a un chemin énorme, grand, pour arriver à ces idéaux. Donc le débat maintenant est ouvert. Nous pourrons écouter les idées des uns et des autres. Si jamais vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Je vous prie juste d'être bref parce que nous avons ici une pause café dans un quart d'heure. Et si jamais vous voulez juste un témoignage par rapport à votre parcours, nous avons des personnalités éminentes dans la salle et je les remercie tous d'être là. Vous pouvez aussi prendre la parole juste pour un témoignage. Il y a beaucoup d'Africains, sont donc nos invités, sont nos amis qui sont là et qui peuvent aussi parler de leur parcours ou de leurs difficultés ici en Tunisie. Et donc je commence à donner la parole à notre cher invité, juste votre nom et votre qualité. Et si vous voulez venir ici par rapport au micro, on n'a pas de micro baladeur je pense. Il y a un micro baladeur. Vous voulez venir ici par rapport à l'enregistrement pour écouter vos voix. Hello. Merci pour l'invitation. Je suis le professeur Rizat Lili. Je suis un professeur d'histoire. J'ai beaucoup travaillé sur la question et j'ai essayé de créer au département d'histoire en Tunisie un master sur l'Afrique, l'histoire de l'Afrique et l'africanité et le panafricanisme. Je n'ai pas réussi, mais j'ai publié une petite revue qui s'appelle Les Cahiers d'Afrique, un seul exemplaire. Je n'ai pas eu le moyen de continuer et de publier ces Cahiers d'Afrique. Je ne veux pas faire beaucoup de... C'est dommage, je ne veux pas faire beaucoup de commentaires. Mais juste pour un peu ajouter quelques informations, parce qu'il est difficile de parler après le professeur Ounaïs. Alors, la première chose à retenir, à mon avis, c'est la profonde activité politique de la Tunisie juste pendant la guerre d'indépendance et après la guerre d'indépendance, son attachement à l'africanité, au panafricanisme. Les 3 grands congrès des peuples africains ont eu lieu à Tunis.
Et j'ai une très belle photo d'une manifestation sur l'avenue Bourguiba, où il y a une manifestation pour le soutien des peuples africains et le soutien du panafricanisme. C'est une photo de 1959, elle est absolument magnifique. Il y a plein de personnalités qui étaient dans cette manifestation. Puis j'ajoute aussi que la Tunisie a soutenu plusieurs mouvements d'indépendance africains. Et par le financement, par l'encadrement, par la destination de passeports. Et en Tunisie, il y a eu une diaspora politique africaine en Tunisie qui est restée jusqu'en 1963-64 et qui avait été aussi, qui a tissé des liens profonds avec la Tunisie. C'est juste quelques observations. Et il y avait aussi un journal africain qui traitait de l'africanisme qui était distribué à Tunis. Puis, je veux aussi ajouter que le panafricanisme a eu comme suite politique directe, c'est la lutte pour les indépendances nationales. C'est ça ce qu'il faut retenir aussi, que le panafricanisme, concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est la mise en place d'une structure politique pour les indépendances nationales. Et, troisième point, et je m'arrête, parce que le panafricanisme, pour finir un peu, aujourd'hui, il est plus marqué par trois dimensions. La dimension culturelle et une production extraordinaire, dans tous les sens, parce que moi j'ai été aussi un des fondateurs de l'Association des historiens africains. On observe cette mouvance, c'est-à-dire quand on parle du panafricanisme, même aujourd'hui, c'est cette dimension culturelle, politique, intellectuelle qui est absolument extraordinaire. Contrairement à ce qu'on peut croire, les romans des intellectuels africains sont maintenant au top dans la distribution de la littérature mondiale. La musique, le théâtre, la réalisation du nouveau concept des arts africains est tout à fait extraordinaire. Tous les musées du monde maintenant sont à la demande de cette. Deux, l'Afrique n'a pas été aussi construite par seulement des idéologies politiques. C'est bien, c'est tout à fait exceptionnel. Mais il y avait un mouvement social intéressant, fondamental, qu'en 1945 déjà pensait à unir les syndicats africains. Et la première confédération syndicale africaine a été créée en 1960. Et ce mouvement a été l'un des piliers du soutien de l'africanité, de l'africanisme. Le mouvement social, malheureusement, il a disparu par la suite pour des raisons que j'expliquerai. Et j'ai écrit un livre sur ce. Et je peux l'offrir gratuitement à Mme Kdish à la bibliothèque. Le troisième point, j'arrête, sur l'africanité, un positionnement tout à fait exceptionnel en Europe, l'Afrique en dehors de l'Afrique. L'africanité et l'africanisme s'expriment à l'extérieur, surtout aux États-Unis et dans certains pays d'Amérique latine, notamment le Mexique. Il y a une présence d'une africanité culturelle et politique tellement exceptionnelle qu'on ne la voit pas d'ici. Enfin, je termine, il faut absolument que les universités, et moi-même je me mets à votre disposition pour tout soutien au niveau de ce que je peux être utile pour ce master. Je vous félicite, Madame Guedi, je félicite l'université. Je profite aussi pour féliciter Monsieur professeur Ounaïs, un grand ami. Et merci pour tout. Remercions, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une question? En premier lieu, merci bien, professeur, pour votre discours. C'était vraiment hyper intéressant. Mais je veux mettre le point sur je veux mettre en fait l'accent sur le point institutionnel.
pour le projet du panafricanisme. En fait, j'ai eu l'opportunité une fois de visiter Dar es Salaam, où mon père était professeur dans le département d'anglais là-bas. J'aime être optimiste, mais réaliste en même temps. Qu'il existe beaucoup de différences, je dirais, entre les pays africains du Nord et du Sud. Bon, je ne suis pas en train de nier qu'on doit avoir un avenir commun. Mais si on parle d'Union africaine, est-ce qu'on peut parler d'une Union africaine en tant qu'une organisation internationale d'intégration comme l'Union européenne aujourd'hui, ou bien ça reste toujours dans la limite, ou bien dans la mesure que c'est malheureusement une organisation internationale de coopération, où donc cette unité, c'est pas vraiment bien poussé. Donc c'est quoi la mission de l'Union africaine? Ça reste toujours dans la limite de faire rapprocher les politiques entre les États, ou bien les plans économiques, ou bien est-ce qu'on peut pousser cette unité vers une intégration un peu totale comme en l'Union européenne? Et merci. Je ne serai pas long, je serai assez bref. Et je voudrais parler de quelque chose de bien précis, qui est la présence et l'action de la Tunisie aux Nations Unies. Vous savez qu'au début des années 60, c'est là la grande action anticolonialiste aux Nations Unies pour libérer les pays africains et à travers un anticolonialisme qui était soutenu, très soutenu, à l'intérieur même de l'ONU, au sein de ce qu'on appelait à ce moment-là le Comité des 24, et à travers lequel il y a eu les fameuses libérations de la plupart des pays africains. Mongi Slim, pour ne pas le nommer, a été, je dirais, le grand héros de cette action-là. Il était évidemment à l'ONU, son frère, Taïeb Slim, était le représentant permanent de la Tunisie aux Nations Unies, et après le décès de Dag Hammarskjöld, au début des années 60, c'est lui qui a pris la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est là où on l'a remarqué nettement. Il a pris le devant et le véritable héroïsme de l'anticolonialisme. Je me rappelle, enfin on se rappelle, tout le monde se rappelle de cet engouement au niveau des Nations Unies. Chaque fois qu'il y avait un territoire à libérer, les représentants africains qui étaient à leur début venaient consulter Sil Mongi, et qui leur prodiguait ses conseils. Il était à ce moment-là le président de l'Assemblée générale. Il a été aussi choisi par l'Union africaine pour défendre les territoires portugais au Conseil de sécurité. C'est lui qui a été choisi avec le représentant du Libéria au début des années 61, au moment où il y a eu une grande action, une grande campagne anti-portugaise pour libérer les territoires portugais. Voilà, je voulais montrer cette action soutenue de la Tunisie à travers l'action de Sil Mongi, Allah yarham. Tout d'abord, je vous remercie. Je me présente. Je suis un ancien avocat de la faculté des sciences juridiques, Semel Kariedi. Donc, actuellement avocat, j'exerce depuis 10 ans. Je m'intéresse beaucoup donc à tout ce qui est sujet relatif au panafricanisme. La question que je pose aujourd'hui, c'est celle de savoir comment peut-on
compter sur l'Union africaine en tant que locomotive du panafricanisme, tout en sachant qu'elle est financée, par exemple, à 70% par l'Union européenne, par les États-Unis et par la Chine. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'autres locomotives. Donc, le contexte historique, il change. On n'a pas ces leaderships historiques qui ont fait de panafricanisme leur cause essentielle. Donc, aujourd'hui, avec une structure comme l'Union africaine, dont les États membres refusent le pouvoir supranational de l'Union africaine, comment peut-on compter sur cette locomotive alors qu'elle-même, elle n'est pas autonome? C'est ça la question que je pose aujourd'hui. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc on finira avec, par la suite, donc on va rétablir les réponses du cercle de Metz qui ont fait tour. Bonsoir tout le monde. Ben, je suis un peu souffrant, mais bon, c'est une obligation quand même de remercier quand même l'université. Je m'appelle Adama Sangaré, je suis malien, assistant à la faculté des droits publics du Mali, en même temps doctorant en relations internationales. Donc, c'est juste un seul mot par rapport à Mme Geldish. Elle est un peu pessimiste par rapport au panafricanisme. Je dirais que je suis très optimiste. Après du moment où le jour où j'ai franchi cette porte, elle m'a bien accueilli. Dans le vivre ensemble africain, je l'ai ressenti à Tunis aujourd'hui. Franchement, je suis très fier. Depuis que je suis venu ici, j'ai rencontré Mme Geldish dans cette structure et je lui ai parlé effectivement de mon projet. Elle m'a bien accueilli. Donc ce témoignage, quand même, je tenais quand même à vous partager. J'ai beaucoup appris aujourd'hui auprès effectivement du monument, je l'appelle monument, tout ce qu'il a dit par rapport au parcours du panafricanisme. Ça a été très riche, effectivement, et j'espère que vraiment ce master quand même va former des cadres africains. Et en ce qui concerne le rayonnement de ce master, je tiens quand même à faire la publicité de ce master dans notre pays, au Mali. Et je vais informer quand même les responsables de notre université par rapport à l'existence d'un master panafricaniste en Tunisie. Donc, c'était ce petit mot que j'aimerais partager avec vous. Merci. Dernier intervenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le professeur, et bonsoir, madame Major. Tout d'abord, je commencerai par me présenter. Je m'appelle monsieur Merveille Katoukoulou. Je suis africain, originaire de la République démocratique du Congo. Donc, ici en Tunisie, ça fait déjà plusieurs années, étant donné que je suis arrivé ici pour raison d'études et je suis déjà à ma fin. Alors, merci d'abord beaucoup pour votre belle intervention sur le panafricanisme et j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai entendu parler souvent du panafricanisme, mais aujourd'hui, vraiment, j'ai réellement compris ce qu'est le vrai sens du panafricanisme. Alors, j'ai une question à poser concernant ces termes panafricanisme. Étant donné que nous sommes jeunes, la jeunesse, l'Afrique, l'avenir de ce continent, et ce sont les jeunes qui devront lutter ensemble. Et c'est pendant l'essence panafricanisme, moi je le prends aussi dans un volet, c'est-à-dire la solidarité africaine. C'est-à-dire en commençant, quand on voit la carte, en commençant de l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique australe. Donc nous devons nous réunir ensemble pour pouvoir travailler dur et développer notre continent. Mais le vrai problème, c'est, je peux dire, c'est au niveau un peu politique, puisque on voit plusieurs dirigeants sont en train d'étouffer cet héritage qu'on nous a légué, quand on voit par nos héros, nos ascendants qui ont eu à lutter pour ce panafricanisme. Mais on voit aujourd'hui, certains de nos leaders africains sont en train de détourner les chemins. Alors on ne sait pas vraiment réellement si on ne sent plus vraiment cet espoir
pour cet espoir au sein du continent. Voilà, vous voyez aujourd'hui même, les jeunes Africains préfèrent traverser la mer Méditerranée aussi longtemps qu'ils croient aller chercher une vie meilleure dans l'Occident. Or, nous savons tous que l'avenir se trouve en Afrique. Et j'aimerais vraiment inciter aujourd'hui la jeunesse africaine, ici présente ici, et vraiment aussi c'est une bonne initiative pour pouvoir instaurer ces masters de recherche qui est le droit et politique de l'Union africaine. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à nous limiter, mais nous devons essayer de s'ouvrir, c'est-à-dire créer un peu une coopération entre nous les jeunes Africains. Réunissons-nous ensemble pour pouvoir bâtir ce continent. Comme le dit dans l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Nous voulons une Afrique meilleure et prospère et intégrée. Vraiment, j'incite beaucoup cette jeunesse de pouvoir prendre conscience. Vraiment, ne négligeons pas ça. C'est vraiment un atout, c'est un défi auquel nous devons relever. Merci. Merci infiniment. Juste, je vais donner donc la parole à Cheikh Ahmed Dounaïs. Merci beaucoup, Madame le professeur Gildish. Il y a 3 questions dans le fond qui sont posées. Je voudrais insister au départ sur le temps long, n'est-ce pas? Le temps de l'Afrique n'est pas le temps industriel, qui a pris un rythme qui n'est pas le nôtre. Et nous ne l'avons pas endossé, nous ne l'avons pas intériorisé. Le temps de l'Afrique reste le temps long. Et quand on examine l'acquis sur le temps long, j'avoue que nous réalisons que partant d'où nous partions, nous avons un acquis considérable. Nous avons un point de départ. Nous avons une organisation africaine, je commence à répondre aux questions, sur le plan institutionnel, qui n'a jamais posé un problème, un barrage, ni au phénomène de la langue, ni au phénomène de la région nord ou sud, est ou ouest. L'alternance dans la direction de l'OUA et de l'Union africaine est une alternance souple et absolument sans barrage. Et sur ce point, la fréquentation, n'est-ce pas, de la réalité africaine est de plus en plus substantielle et de plus en plus fine. Malheureusement, la circulation dans les institutions africaines, que ce soit la Banque africaine de développement ou les cours africaines, il y a la Commission, il y a la Cour de justice, il y a la Cour africaine des peuples, de l'homme et des peuples, que ce soit le Parlement, que ce soit le NEPAD, n'est-ce pas? Eh bien, cette fréquentation est réservée à un pan limité dans chaque société, que ce soit les sociétés d'Afrique du Nord ou les sociétés de l'Afrique subsaharienne. Il y a des africanistes parmi nous dans le continent qui évoluent très à l'aise entre eux, et une majorité qui continue d'ignorer, n'est-ce pas, géographiquement, sociologiquement et je dirais scientifiquement, par le fait même d'une absence de savoir, la réalité africaine. Eh bien, le potentiel de ce master est précisément de combler la lacune. Et plus on se connaît, plus on se fréquente et plus on réalise que ce qui paraissait être un barrage est en réalité tout simplement une fraternité, n'est-ce pas? Et une fois qu'on acquiert une fraternité entre Africains, je l'ai vécu, j'ai passé une année sabbatique
avec des camarades africains d'Afrique subsaharienne à Genève. Malheureusement, l'année sabbatique était offerte par une bourse de la dotation Carnegie et nous l'avons passée à Genève. Eh bien, au bout d'une semaine, il n'y a aucun barrage, ni psychologique, ni de connaissance, ni humain. Et j'estime que l'avenir du continent africain n'est pas écrit. Nous avons comblé un passage négatif de notre propre histoire où nous étions dépossédés de notre propre territoire, de nos propres symboles, de nos propres valeurs, et nous avons tout fait pour les récupérer souverainement, sans plus aucun barrage. Et là, nous partons sur une base de plus en plus favorable. L'histoire de l'Afrique n'est pas suffisamment fine pour nous apprendre toute la sociologie africaine et l'avenir n'est pas écrit. Donc, essayons de regarder devant nous plutôt que de faire le procès de nos aînés. Nos aînés avaient d'autres priorités. Ceux qui ont vécu la période Bourguiba, que nous reconnaissons aujourd'hui comme ayant été constructive et cohérente dans son ensemble, à l'époque était l'objet d'une grande controverse entre les élites, la masse de la société moyenne et la jeunesse. La jeunesse était franchement dans l'opposition radicale à Bourguiba. J'ai connu l'un de ces jeunes qui était dans l'opposition radicale. Il est mort, c'est l'un de vos anciens professeurs qui s'appelle Mohamed Sharfi. Il m'a dit, aujourd'hui, je m'estime le disciple de Bourguiba, parce que je réalise que la priorité des années 60 jusqu'à 80 était d'abord la construction de l'État. Elle n'était pas la construction, n'est-ce pas, d'une réalité qui soit une projection de nous-mêmes. Mais il faut d'abord nous récupérer et instituer quelque chose qui nous abrite ensemble, à partir duquel nous pouvons nous entreprendre la construction. Eh bien, cette étape est aujourd'hui franchie. Et l'Afrique subsaharienne nous a précédés dans la conquête de la démocratie. Nous la rattrapons d'une manière dramatique, sinon tragique, n'est-ce pas, au nord de l'Afrique. Eh bien, avec la démocratie, je suis persuadé que les obstacles face à l'union du Maghreb arabe seront aisément franchis. Il faut quand même que l'Algérie se démocratise, n'est-ce pas? Ce barrage qui existait entre nous et qui bloquait tout, aujourd'hui est en voie de dissolution. Parce que la maturité, dans le temps long, a fait son œuvre. La dépendance de l'étranger, eh bien, la dépendance de l'étranger n'a jamais déraciné l'Africain de son territoire africain, de sa patrie africaine. Il y a des pays qui n'ont connu le colonialisme que 43 ans, comme le Maroc. Il est l'un des fondateurs de l'Afrique. C'est aujourd'hui l'un des pays qui a la politique africaine la plus évoluée dans l'ensemble nord-africain. Elle n'a pas arraché la Tunisie, qui a connu 75 ans de colonialisme, de ses racines africaines. La Tunisie, avant de s'appeler Tunisie, elle s'appelait Ifriqiya, Africa. Les Arabes l'ont appelée Ifriqiya, pas les Romains. Les Romains l'ont appelée ensuite Provincia Africa en raison de l'héritage qu'ils ont eu. Ils nous ont colonisé 400 ans, c'est notre destin. L'Algérie a connu presque 130 ans de colonisation, 132 ans. Nul ne lui arrache ses racines africaines. La politique africaine de l'Algérie est aujourd'hui dominante
dans l'Union africaine. Je ne saurais dire que des barrages subsistent, mais une ignorance de l'Africain par rapport à l'Africain existe et malheureusement subsiste. Eh bien, il dépend des réalisations des États africains enfin rendus à eux-mêmes de combler cette lacune et d'avancer. Voilà ma leçon, n'est-ce pas? Maintenant, je ferai une leçon d'un semestre sur le panafricanisme, j'apporterai des réponses beaucoup plus concrètes. Mais le temps nous manque pour aller plus loin. Et je vous remercie. Cher professeur, merci infiniment pour vos réponses pertinentes, pour votre présentation aussi claire et méthodique. Je me permets juste d'ajouter quelques clarifications par rapport à la question de Melek Ayedi, qui était tout à fait pertinente, et vous dire qu'il y a toute une réforme institutionnelle de l'Union africaine par Paul Kagame, qui a été nommé le champion des réformes. Et dans ses discours, il dit « We are so rich, we are so prosperous, why are you begging ?» On est en train de mendier tout le temps, alors que nous sommes un continent prospère, et il a mis en œuvre toute une architecture de réformes financières à travers la taxe Kaberuka, 0,2% sur les exportations non éligibles, et cela va nous rapporter petit à petit, à moyen et à long terme, un autofinancement de l'Union africaine. C'est ça son rêve. Et donc nous sommes arrivés en 2019 maintenant à s'autofinancer pour le fonds de la paix. Ça, c'est aussi l'ignorance, on ne sait pas assez qu'est-ce qui est en train de se faire au niveau des réformes de l'Union africaine. Et puisque je fais partie de l'équipe de Paul Kagame sur les réformes institutionnelles, donc je vais carrément aborder cela dans mes cours, dans le semestre 2. Par rapport à Adama, je ne suis nullement pessimiste, au contraire. Et donc la preuve en est, nous avons fondé le premier master en Saint-Jean en Tunisie pour le droit de l'Union africaine. J'ai écrit le premier ouvrage sur le droit de l'Union africaine, et nous avons aussi ces colloques qui deviendront un rendez-vous annuel chaque année sur le droit de l'Union africaine. Et notre prochain rendez-vous, ça sera les 24-25 Movempic, donc ce mois, ça sera dans 2 semaines. Notre prochain colloque portera sur les juridictions régionales et sous-régionales en Afrique, et vous êtes tous les bienvenus. Je voulais remercier tous les invités, tous les intervenants, tous les étudiants qui étaient autour de l'organisation et de logistique, et surtout la Konrad Adenauer Stiftung qui nous a permis d'avancer sur plein de choses. Ce nouveau master, j'en suis persuadée, apportera sa pierre de plus dans la construction très très difficile du panafricanisme. C'est un projet ambitieux, mais pas du tout facile à réaliser. Nous allons jusqu'au bout de nos rêves, et je compte sur nos enseignants, nos collègues, nos amis, nos étudiants, nos invités. Transmettez le savoir, transmettez l'information. Nous ne pouvons pas exister sans vous. Et donc c'est grâce à vous que nous pourrons arriver à nos objectifs. Encore une fois, cher professeur, je suis tellement reconnaissante à cette conférence, et je suis très fière de voir que la salle est comble. Cela donc suscite beaucoup d'intérêt. Vous êtes là parce que vous êtes intéressés vous êtes assoiffés de connaissances, vous êtes curieux de savoir, et je pense qu'il y aura encore d'autres rendez-vous dans le même sens. Merci infiniment. On fera peut-être une photo de groupe, et vous avez donc le buffet. Merci infiniment d'être là. Je vous remercie. Ouais. Est-ce que la promotion de droit de l'Union africaine, venez, on va faire la photo.